Eh bien bonjour chers amis auditeurs de Radio Courtoisie, vous êtes dans le libre journal de Géopolitique Profonde en direct, après une semaine où le moins qu'on puisse dire avec Lara Stam en particulier, on ne peut pas dire qu'on ait fait relâche, c'est pas vraiment le mot qui convient. On va essayer de se remettre dans les jours qui viennent de notre visite pour Géopolitique Profonde. D'ailleurs je remercie à titre personnel le président Bouclet de nous avoir aussi apporté ce qui nous aura permis d'obtenir l'accréditation du MID, le ministère des Affaires étrangères, dans nos pérégrinations. Évidemment, c'est un précieux sésame. Et ce, donc, pendant 8 jours. Et nous allons débuter, évidemment, cette émission sur, justement, ce voyage. Titre de l'émission, La Russie est un pont. C'est ce que beaucoup de géopolitologues russes du cru, non pas ceux qui sont fort savants et que nous avons sur Géopolitique Profonde, mais des conseillers du pouvoir, des géopolitologues de haut niveau ont pu nous dire, voilà, la Russie est un pont. Alors pourquoi attaquer un pont quand on s'est recueilli, comme l'a fait Emmanuel Macron, sur la dépouille du pape François qui disait « Un chrétien, ça construit des ponts et pas des murs, monsieur Trump. » Alors, il faudrait savoir ce qu'on veut, Emmanuel Macron. Voilà, mais j'ai tout oublié déjà, je commence, et à ce moment-là, je ne vais pas m'arrêter. Je vais commencer par remercier évidemment Lara qui est à mes côtés. Bonjour Lara. Bonjour Nicolas, bonjour chers auditeurs, ravi de retrouver cette antenne. Je remercie Virginie, évidemment. Oh là là, Nini Vlam. Elle est rayonnante. Elle est absolument, voilà, Nini Vlam. Mais comme toujours. N2E, N2E. Oui, Vlam. Voilà. Et alors là, Vlam, ça c'est quand elle n'est pas contente. C'est comme le cochon. Voilà. Bon. Le mot en anglais ou plutôt le franglais, qui ne va pas. Et on a retrouvé, elle revient des États-Unis, tandis que nous revenions. C'est la France qui est un pont, du coup. De Russie. Oui, là, enfin, on est à Carrefour, surtout. Carrefour. Pour ce qui nous concerne. Alors, qui est donc est au standard pour recueillir questions, observations? C'est notre Sylvie, fidèle au poste, un samedi matin tôt, venir en tant que bénévole pour nous aider, mais c'est ça n'a pas de prix. Donc, merci Sylvie. Adressez vos questions, appelez-la. Elle sera ravie de partager aussi son expérience de Washington des dernières semaines. D'ailleurs, elle n'hésite pas à intervenir aussi, Sylvie, lorsqu'elle n'est pas contente. Exactement, elle nous envoie et elle nous le fait savoir. J'ai intérêt à corriger vite fait. Et alors oui, vous parliez de Patrice, excusez-moi. On va encore dire que je vous interromps tout le temps. Non, mais c'est une discussion. Oh. Oui, Patrice, lui, est en vacances et il nous revient. En fait, il se coordonne parfaitement, Patrice et Sylvie. Donc, à aucun moment, on a absence de bénévoles. Ça, c'est formidable pour un samedi matin. Exceptionnel. Ah, j'avoue, bravo les bénévoles. Hein. Et bravo la radio qui fait vivre ce bénévolat précieux pour le pays, je pense. Tout à fait. On remercie encore la direction de la radio. Et puis alors, l'invité du jour, je suis extrêmement content aussi. De la retrouver. Il y a bien des années. C'est grâce à moi que vous l'avez retrouvé. C'est moi qui ai insisté. C'est moi qui ai tenu bon pour... Alors, je n'ai pas changé, j'ai changé d'assistante. Ça, vous avez peut-être remarqué. Mais par contre, je suis très heureux. Vous êtes amélioré. Voilà. Alors, je pense que j'ai dû m'améliorer en cours de route et puis je suis devenu même professionnel. Mais pas sur Radio Courtoisie, mais sur Géopolitique Profonde. Donc, évidemment, ça aide de parler tout le temps. J'ai envie de dire qu'on a un mode de cerveau. Et j'étais très impressionné quand j'étais jeune, quand j'entendais un chef d'établissement étant dans l'éducation nationale ou un inspecteur d'académie parler. Je disais, mais comment ces gens parlent si bien? Mais Nicolas, présentez-nous l'invité. Oui, Elena Perrou. Elena Perrou, un russe nommé Poutine. On avait fait, il y a des années de ça, c'était je crois vers la fin 2017. 18, il est sorti en 18. Ah oui, en 18, votre livre. Oui. On avait fait une émission absolument extraordinaire avec plusieurs invités. On avait déjà à l'époque, il y avait des gens qui à mon avis ne viendraient plus aujourd'hui. L'ambassadeur Blanche Maison, je pense pas. Il préfère CNews, il préfère BFM, je pense, aujourd'hui à Radio Courtoisie. C'est peut-être plus rémunérateur aussi. Hein. Arrêtez, Nicolas. Faut comprendre, hein, la retraite, faut bien un petit peu de beurre pour les épinards. Non, son point de vue a un peu changé aussi. Hein, ah, mais il n'a pas un peu changé. Là, contrairement à une ancienne ministre des Affaires étrangères allemande qui avait du mal avec la géométrie, lui, c'est 180 degrés de changement. C'est pas 360. Non, surtout arrêtez. Malheureusement. Ne dites pas 360. 300 non, je suis pas. Ça n'a pas changé. J'ai bénéficié heureusement de l'éducation soviétique pour ne pas faire ce genre d'erreur. Et
et persister dans l'erreur. C'est comme le secret de Polichinelle. Exactement. Et ce n'est pas un secret de Polichinelle que de dire « Ah, je t'entends ça, mais… » Tu dis « Mais c'est pas possible, les gens ont entendu… on a entendu une expression, ils veulent absolument briller par quelque chose, mais ils n'ont jamais été jusqu'au bout de dire ce que cela signifie. » Exactement. Malheureux. Donc, Elena Perrou, votre livre aux éditions du Rocher, un Russe nommé Poutine. Vous avez été, je le rappelle, et ça marque, pendant 9 ans, la conseillère particulière de Jacques Chirac, alors qu'il était président de la République, sur toutes les questions liées à la Russie. Alors, pas exactement. Précisé. Non, pas exactement. Non, je suis rentrée comme d'abord rien du tout, parce que la personne auprès de qui j'ai eu la chance de travailler, Christine Albanel, était la seule des conseillers du président qui a eu le droit d'avoir un jeune collaborateur, parce que c'était une équipe très réduite qui est arrivée à l'Élysée en 95, si vous vous souvenez, mais elle avait un secteur très large, éducation, culture, culte. Et j'ai eu la chance de la servir et de servir le président sur ces questions-là au départ. Mais le président Chirac, ayant appris que j'avais des liens avec la Russie, des liens familiaux tout simplement, puisque ma mère est russe et je suis née à Moscou, dans une famille franco-russe. Et donc, contrairement à tous les Français qui apprennent le russe, je n'ai aucun mérite à parler le russe parce que c'est ma langue maternelle. Je n'ai appris le français qu'à l'âge de 5 ans. Et vous êtes agrégé d'allemand. Et je suis agrégé d'allemand, mais quand on a la chance d'avoir le russe comme langue maternelle, en réalité, ça ouvre beaucoup l'oreille et ça facilite l'apprentissage des langues étrangères. Je vous le confirme. Voilà, et donc quand le président a su que j'avais ce lien avec la Russie, et le président avait lui-même un lien très fort et très personnel avec la Russie, lié à son adolescence. Je peux faire une petite parenthèse. Il se trouve que le 12 mai dernier, donc très, très récemment, il y a eu une très jolie cérémonie à Moscou, à l'initiative des Russes, dans la maison de l'immigration russe qui porte le nom de Solzhenitsyn, et à l'initiative du directeur de cette maison, qui est un historien. Il y a eu une très jolie cérémonie pour les 30 ans de l'élection de Jacques Chirac à l'Élysée. Ce qui a beaucoup surpris mes amis français, anciens collègues du cabinet, à qui j'ai partagé cette belle nouvelle, avec une très belle exposition, Jacques Chirac et la Russie. C'est pour dire que les Russes se souviennent et n'oublient pas leurs amis et sont d'une grande fidélité. Donc je ferme la parenthèse. En tout cas, je pense que demain, il n'y aura pas Emmanuel Macron et la Russie. En Russie, je pense. Il n'y aura jamais de cérémonie ni ça avait pourtant bien commencé. Ça avait pourtant très bien commencé à Versailles, sous les auspices de l'histoire, de la grande histoire et du temps long. Puisque ça avait commencé avec l'exposition de... à la visite de Pierre le Grand en 1717. C'est ça, l'anniversaire de cette visite. Voilà, donc là, c'est 30 ans, c'est plus court, mais c'est très fort. Conseillé en cela par l'ambassadeur Orlov, que nous avons reçu il n'y a pas longtemps. Exactement, qui était l'architecte de cette rencontre, et on a découvert qu'en fait, cette rencontre, c'est un coup de tête sur un moment, parce que lui, il avait travaillé justement sur tout un tas d'événements liés à l'anniversaire de la visite de Pierre le Grand, et il avait proposé des événements. Et donc, le moment où Emmanuel Macron est élu, il pioche en regardant ce qu'il va faire en premier pour marquer l'histoire. Et là, il l'appelle en disant ça, tu vas faire ça maintenant. Donc, on va faire la visite de Poutine et le passage par Versailles, etc. Il s'est retrouvé presque tout à fait par hasard, parce que ce n'était pas ce qu'il avait préparé au préalable. Mais c'était très malin. Et bon, pour avoir... Alors, après l'Élysée, où j'ai passé 9 ans, effectivement, entre 1996 et 2005, auprès du président. Alors, voilà, après, j'étais chargée de mission officiellement, puis conseiller technique officiellement. Et c'est vrai que le président m'a associé à des dossiers russes, à des voyages en Russie. Et c'est comme ça que j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises le président russe. Vous l'aviez accompagné, Jacques Chirac, justement. Oui, en visite d'État en 2001. Et c'était la première fois que, j'allais dire, Poutino regnanté. Vladimir Poutine était arrivé au Kremlin. Et c'était un voyage très marquant. C'était en juillet 2001. On avait commencé par Saint-Pétersbourg, puis Moscou, puis Samara, au bord de la Volga. C'était 3 jours qui comptent beaucoup. Et c'est ce qui est noté souvent dans les articles de presse vous concernant, sur les interviews que vous pouvez donner, c'est que vous connaissez bien justement les cercles de pouvoir russes
et de l'époque de Poutine, ce qui fait de vous un joyau d'informations, parce qu'il y en a très très peu, des gens qui connaissent Poutine en France et qui le connaissent réellement, personnellement, dans une relation qui n'est pas détestable, évidemment. Alors, je ne prétendrai pas connaître Poutine. Hein. Oui. L'homme Poutine est quand même très, très mystérieux, et pour avoir vécu 9 ans à l'Élysée, moi, j'ai été très, très admirative de ce qu'est la vie d'un président de la République, et encore à l'échelle française, parce que Poutine, c'est 25 fois la France, donc c'est une autre dimension. Parce qu'un voyage intérieur en Russie, c'est pas 1 heure d'avion. Donc, si vous voulez, ce sont des personnes qui sont perpétuellement en représentation. Ce sont des acteurs, j'allais dire 25 heures sur 24, sans rémission. Et ce sont des personnes qui doivent porter un pays. C'est une responsabilité. Enfin, si on y pense un peu froidement et à distance, c'est une responsabilité. C'est une immense. charge. Il n'a pas rêvé, comme nous disait justement Bessagone, l'auteur de Bessagone, qui dit il y a deux types de pouvoir. Il y a ceux qui ont rêvé un jour d'être au pouvoir, et puis il y a ceux qui le prennent pour une charge. Mais d'ailleurs, la première fois que Yeltsin a proposé à Poutine de prendre sa succession, il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit oui, parce qu'il a compris, et il revient là-dessus. Il y a un film qui est sorti là sur les 25 ans de l'élection, de la première élection de mars 2000. Un film très intéressant alors malheureusement, je ne crois pas qu'il soit sous-titré. Il mériterait de l'être pour être accessible à un autre public que le public russophone stricto sensu. Mais il comprenait parfaitement ce que ça voulait dire comme renoncement à une vie, entre guillemets, normale. Et c'est ça que je trouve très intéressant dans l'itinéraire de Poutine, c'est que c'est finalement un Russe, j'allais dire même un Soviétique au départ, tout à fait ordinaire, qui à un moment donné a eu un destin extraordinaire, mais qu'il a accepté. Alors, évidemment, 25 ans, on peut se dire, c'est énorme, il confisque le pouvoir. Il y a 2 façons de voir ça. Soit il le confisque, effectivement, c'est une lecture, et il verrouille, soit il l'assume. Dans une période de transition entre une période soviétique qui a encore quelques relents qui existent et qu'il ne rejette pas. Enfin, son rapport à la période soviétique est très intéressant. Ces années 90 qui ont été un peu chaotiques, même beaucoup chaotiques, mais qui étaient la naissance d'une Russie nouvelle. Et puis, là, il va passer le relais d'ici quelques temps à une nouvelle génération qui aura moins connu la période soviétique, dans un environnement géopolitique qui aura beaucoup changé. Et donc, il est ce passage de relais, certes long, mais il faut voir les bouleversements géopolitiques auxquels la Russie a dû faire face ces dernières années. Et c'est exactement ça, Elena Perrou. Alors, avant de débuter à proprement parler nos entretiens, si vous le voulez bien, on va réduire à sa plus simple expression la revue de presse. J'ai rapidement regardé ce qui était le journal en ligne Le Figaro. Voir que rien ne change. Nous sommes partis pendant 10 jours. Nous sommes revenus à l'aéroport d'Orly. La première chose que j'ai constatée, c'est que l'escalator ne marchait pas en arrivant, alors que c'est pas le genre de souci que nous avons en Russie, que nous avons eu à Moscou, une ville très moderne, même en Turquie. Faut le savoir. Enfin, Nicolas, vous êtes d'accord avec moi? L'aéroport d'Istanbul, en plus, est extrêmement moderne. Immense. L'aéroport, pour tout pays dans le monde, est une carte de visite, en fait. Ce que vous voyez à l'aéroport reflète la première impression, le premier impact. Et si vous entrez dans un aéroport délabré, avec les escalators en panne, tout ce qui est... Enfin, ça, c'est l'aspect matériel. Mais de même, par exemple, un autre exemple, un taxi, ça ne coûte rien. Lorsque vous prenez un taxi pour vous rendre dans le centre de Moscou. Alors que le taxi parisien, il va vous engueuler parce que vous n'allez pas assez loin et qu'il a attendu 30 minutes pour avoir la course. Ça va beaucoup plus loin. Ça ne me regarde pas, c'est pas mon problème. Ça va beaucoup plus loin aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai connu ce taxi désagréable. Maintenant, ils sont quand même une concurrence avec Bolt ou avec Uber et autres. Mais et bien sûr, cette ubérisation... une mafia, vous arrivez, mais ça me rappelle justement les années 90 en Russie. Vous avez un type qui vous dirige et dit vous allez là pour le taxi, où est-ce que vous allez? Mais c'est la mafia. Est-ce qu'il y avait des filières? Parce que moi, j'ai constaté que la personne qui dispatchait pour les taxis à Orly
alors que c'était la dernière personne arrivée, il nous indique allez le voir lui, qui était un individu particulièrement désobligeant, qui, lorsqu'il est arrivé, a dit dépêchez-vous de sortir de la voiture. Donc ça aussi, c'est-à-dire qu'en plus, il y a des créations de filières. On a eu la même chose sur les 300 000 abonnés de Géopolitique Profonde. Hein. Ouais. Pareil, il y a des filières, et si vous ne payez pas... Sécurité. Donc c'est-à-dire que là, le bac chiche, ce genre de choses-là, ça devient... Mais c'est l'URSS. C'est l'URSS ou la fin de l'URSS. C'est-à-dire, il y a toute la photographie de ce qu'on a vécu hier matin à l'arrivée à Orly, les installations qui ne fonctionnent pas, l'état des bus, du tarmac, on dirait un pays du tiers-monde avec des espèces d'engins rouillés, l'herbe pas coupée, des Ils ont des espèces déchets, de petits etc. ateliers où on voit... Tout cela reflète un état presque d'une mocheté décomplexée. Et vous finissez par arriver à un endroit où en fait vous ne vous appartenez plus parce que c'est une espèce de mafia qui gère quelque chose, qui vous dit d'aller là et pas là. Mais c'est l'URSS à la fin de son règne ou la fin de l'URSS, etc. Mais oui, non mais pourquoi la fin de son règne? Parce qu'il y a eu quand même une force intérieure russe qui a permis de surmonter ça. Est-ce qu'on sera capable de nous surmonter cela? Là, je racontais, en URSS, vous aviez par exemple des entrées de métro. Sur 6 portes, il n'y en avait qu'une qui fonctionnait. Parce qu'il fallait vraiment qu'on se tape les 5 autres portes pour voir qu'elles ne fonctionnent pas. Et ça, c'est comme ça maintenant. Et c'est comme ça aujourd'hui en France. Et c'était l'inverse. On arrivait en France, on découvrait qu'en fait, tout est fait pour l'homme. Quand il y a une installation, ça fonctionne pour lui faciliter la vie, pour qu'il ait le moins de contraintes physiques à circuler en ville. C'est vrai que les ingénieurs travaux publics des années 60-70, ils faisaient en sorte que Paris ne soit pas un enfer routier urbain comme il l'est devenu aujourd'hui. Voilà, et en fait, tout ce qui s'adresse à l'homme et qui est censé le servir devient des obstacles, en fait. C'est une course à vraiment contourner des obstacles, et ça, c'est insupportable, et c'était ça, l'URSS. Donc arrêtons de dire, c'est même pas l'UE, mais la France aujourd'hui, elle est l'équivalent de ce que c'était 88-89, l'URSS. Alors avant de continuer, je vais vous poser une ou deux questions, Lara, sur le voyage, peut-être justement recevoir le témoignage, mais cette fois-ci russe, d'Elena, puisqu'on n'a pas terminé votre biographie. Après avoir servi donc le Chirac, vous êtes allé à Saint-Pétersbourg, à l'Institut français, donc que vous avez dirigé. Oui, j'ai eu la chance, cette chance inouïe de diriger l'Institut français de Saint-Pétersbourg. Alors Saint-Pétersbourg, c'est la ville la plus francophone, sans doute la plus francophile aussi de Russie. Il y a beaucoup de classes spécialisées en français à Saint-Pétersbourg. Et cerise sur le gâteau, si je puis dire. Alors pour ceux qui connaissent Saint-Pétersbourg, l'Institut français existait avant la Révolution. Il a été réouvert par un diplomate formidable, Michel Tarrant, qui se trouve être le neveu de Macha Merrill. Macha Merrill, princesse russe, princesse Gagarine, comme vous le savez peut-être. Oui. Qui avait rouvert l'Institut au début des années 90 et qui l'avait installé le long d'un quai, le quai de la Moïka, tout près de l'Ermitage. Sur le quai de la Moïka, nous avions l'Institut, le consulat français et la mission économique française. Donc la France était regroupée dans 3 bâtiments et nous étions dans une aile de la Capella. La Capella, c'est la plus ancienne salle de concert de Saint-Pétersbourg. C'était les chantres que Pierre Legrand avait mis là. Bon, le bâtiment actuel ressemble plutôt à la salle Gaveau au 19e. Et la Capella, comme toute la Russie d'ailleurs, pendant les 2 premiers mandats de Poutine, vraiment, il y a eu un relèvement général de la Russie avec un PIB qui était à 7-8%, enfin une croissance pour diverses raisons, due aussi au prix des hydrocarbures de l'époque, qui était quand même très impressionnante. La Capella a dû développer ses activités, a dû reprendre notre petite aile pour y développer une activité de musique de chambre. Donc j'ai été priée de trouver une autre adresse. Et comme nos amis du British Council étaient sur la perspective Nevsky, qui est la grande avenue de Saint-Pétersbourg, eh bien, je me suis dit, il ne faut pas faire moins bien que nos amis britanniques, et donc je cherche sur la perspective Nevsky. J'ai trouvé au 12 de la perspective Nevsky une très jolie adresse. Aussi, petit clin d'œil de la France, c'était l'immeuble de la banque Callion. Callion avait un bail amphithéotique à cette adresse-là. Nous avons pu faire affaire. Et donc, j'ai déménagé l'Institut français à cette adresse-là. Et en faisant des recherches sur cette adresse, eh bien, j'ai trouvé que c'était l'adresse natale de Sacha Guitry.
lui-même. Et donc, d'une certaine façon, la France est revenue un peu chez elle. Eh oui. Depuis le consulat, donc moi j'ai fait déménager l'Institut en janvier 2008 à Saint-Pétersbourg. Sacha Guitry, qui par parenthèse n'avait pas une goutte de sang russe, simplement son père Lucien, qui était un grand acteur, c'était l'équivalent masculin de Sarah Bernard à son époque, jouait en français régulièrement. Il avait signé pour 7 saisons d'hiver au théâtre Michel de Saint-Pétersbourg, Mikhailovski Théâtre. Et un beau jour de février 85, un petit Sacha est né. Il s'appelait Alexandre, évidemment. Alexandre Pierre-Georges, je crois. Mais, et c'est vous dire à quel point la France était présente à Saint-Pétersbourg et à quel point les relations à l'époque étaient très, très étroites, Lucien Guitry était très introduit auprès du tsar de l'époque. Et le tsar, c'était Alexandre III. Il a demandé au tsar d'être le parrain de son fils. Le tsar a accepté, d'où ce prénom très russe, pour un acteur très français, qui n'a pas une goutte de sang russe. Et donc voilà, et depuis, le consulat français s'est installé à cette même adresse, au 12 de la Perspective Nevski. Eh ben, bravo, bravo. Alors, on va, avant de vraiment débuter l'entretien et l'actualité aussi, et je vois un premier message, merci à Sylvie, je sens qu'il y a beaucoup d'attention, le public est attentif, hein. Posez vos questions, n'allez pas me poser vos questions dans les dernières minutes, hein. Moi, je vous le dis, on n'aura pas le temps d'y répondre. Vous savez qu'en plus, souvent, les fins d'émission sont téléphonées, comme à 10h30, c'est Mike Borowski qui prend la suite. Il faut faire place nette. Lara, soit si vous jugez, on se met tout de suite sur la question, et sinon, ou alors j'ai regardé plutôt avant, et sinon, est-ce que vous pouvez nous parler justement de ce voyage qui a été fait avec une équipe? On a fait une émission hier soir d'ailleurs en direct pour annoncer au moins 14 grands entretiens qui vont se dérouler sur la chaîne de Géopolitique Profonde à peu près pendant 2 semaines. Et on fera des commentaires sur ces grands invités. Est-ce que vous pouvez nous parler, allez, je vous laisse le temps qu'il vous faudra de ce voyage et de comment vous avez, parce que vous en étiez la cheville ouvrière et aussi une des personnes qui avait engagé ces entretiens avec ces personnalités, nous parler un petit peu de comment ça s'est déroulé, votre ressenti et puis ce qui nous attend sur Géopolitique Profonde. Alors, merci beaucoup Nicolas et je vais aussi moi commencer par les remerciements d'abord à la Radio Courtoisie qui nous a bien accordé un petit coup de pouce qui a permis en fait vraiment le dénouement de cette affaire pour qu'on ait l'accréditation nécessaire pour partir là-bas. Chance exceptionnelle parce qu'ils n'accordent jamais cela aux personnes qui travaillent davantage sur YouTube et qui n'ont pas de carte presse en France normalement. Vous avez une carte de presse ou? Maintenant, on a une carte de presse, on a fait la demande et on les a obtenues, mais ils ne savaient pas, par exemple, que ce n'est pas une obligation pour un journaliste d'avoir une carte de presse. C'est une adhésion à une association de journalistes. Donc, on a fait ce voyage. Donc, on remercie pour cela le ministère des Affaires étrangères, le département d'information et des médias qui a délivré, étudié notre dossier et nous a délivré ses accréditations, et l'ambassade de Russie en France, qui a vraiment œuvré pour qu'on ait dans les délais nos visas et qu'on puisse partir. Maintenant, ce que je voulais aussi dire, c'est que si vous souhaitez avoir le pan purement politique de notre démarche, c'est-à-dire les entretiens qu'on a fait avec les députés de la Douma, vraiment de tous les groupes représentés à la Douma, partant du communiste et terminant par vraiment les... Vous pouvez nous citer quelques noms peut-être? Nous avons le vice-président du Parti communiste, député à la Douma, président du groupe Afonine. Nous avons des députés tels que Goussev, Tolstoï, Karpov, Wasserman. Donc c'est assez exceptionnel parce qu'on a pu vraiment avoir accès aux personnes qui ne sont pas trop connues en France, non pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment intéressants, mais parce que ce sont des personnes qui ne parlent pas français, mais qui ont tout un soit intérêt en Russie. Pour l'intervieweur, qui était moi, pour tout dire, ou bien vous avez fait vous-même, après tout, l'interview. Pour résumer, j'ai travaillé beaucoup. On ne m'a pas trop laissé me reposer et profiter de Moscou. Qu'est-ce que vous avez fait comme entretien? Alors, j'ai fait 2 entretiens qui m'ont marqué énormément parce que ce sont 2 femmes très fortes qui représentent en fait un petit peu le visage de la Russie vis-à-vis de l'Occident et le monde extérieur. C'est
Maria Zakharova et Margarita Simonian. J'ai eu la chance d'interviewer les deux. Alors, expliquez-nous déjà très impactant, quelles sont-elles? Donc Maria Zakharova, c'est le rang de ministre, en fait, ministre de l'information. On l'appelle ici porte-parole du ministère des Affaires étrangères. C'est pas tout à fait ça, c'est bien au-dessus en termes de elle est aussi présente que Peskov, par exemple. Voilà. Elle est pour le gouvernement, ce que Peskov est pour le Kremlin. Exactement. Donc, Maria Zakharova, une femme exceptionnelle, parce que de par sa culture, sa capacité de travail, parce que là, pareil, comme les présidents, en fait, certes, le président, il a une charge H24, mais ses ministres également. Tout cela se multiplie avec surtout des personnes qui restent très longtemps au poste, ce qui est le cas de Lavrov et ce qui est le cas de Zakharova également. Et j'ai eu la chance aussi d'interviewer un petit bout de femme, Margarita Simonian. Il faut savoir qu'elle n'est pas très grande, elle a de grands yeux bleus. C'est une Arménienne d'origine, née en Russie, donc russe jusqu'au bout des ongles, avec cette presque charge d'être arménienne de son nom, et être attaquée aussi sur l'absence de soutien aux Arméniens ou de solidarité, 3 tentatives etc. d'assassinat, je crois. Ouais. Et, ces derniers temps, évidemment. Et donc, Margarita, c'est une femme audacieuse qui a osé demander à être à la tête d'un média tourné vers l'étranger, qui est Россия сегодня, Russia Today, donc devenu RT aujourd'hui et Sputnik, et qui a fait quelque chose que personne ne croyait possible. Donc, je l'ai interviewée sur les interdictions qui ont touché RT et Sputnik en Europe et donc en France. Et vous avez l'entretien, donc je ne vais pas dévoiler tout. On rappelle, chers auditeurs, j'espère que notre radio ne sera jamais dans cette situation, quand même 4 éléments d'information, canaux d'information importants depuis le début du règne d'Emmanuel Macron. Vous avez cité en effet Sputnik et Russia RT, et on rappelle aussi qu'ils ont fait dernièrement la même chose avec Énergie 12 et avec C8. Un beau tableau de chasse, monsieur Macron, qui s'ingère actuellement à nouveau dans les élections roumaines en disant que la victoire de l'anti-européen serait un désastre pour la Moldavie. Chapeau. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en Occident, on présente ces deux personnes, qui sont des femmes jolies, on présente comme des espèces de parvents, des personnes qui seraient chargées par des hommes derrière de dire ce qu'ils disent d'une façon violente, etc. Or, la Russie, c'est pas ça. Une femme, si elle fait carrière, c'est pas parce qu'elle est une femme qu'elle fait carrière, mais parce qu'elle a des capacités. Et c'est point final. Et c'est ce qu'on essaye de montrer. Et Elena, dites-moi si vous êtes d'accord avec ça, mais nous, on les présente presque comme les pitbulls du pouvoir avec un maquillage en plus. Oui, non, c'est pas des pitbulls en jupon, ni l'une ni l'autre. Bon, je trouve que Margarita Simonian, elles ont toutes les deux des canaux Telegram qui sont extrêmement intéressants. Bon, là encore, c'est en russe, donc il faut être russophone pour les lire. Margarita Simonian, je me souviens plus précisément du nombre d'abonnés qu'elle a, mais Zakharova, c'est autour de 550 000. C'est très important. Elles sont toujours dans le top 20, allez, peut-être même top 10 pour Zakharova, des canaux Telegram les plus consultés, disons, par un public russophone. C'est vrai qu'il n'y a pas du tout en Russie la notion de parité. Il faut autant de femmes que d'hommes. Quand vous regardez les premiers personnages du pouvoir, alors protocolaires, vous en avez qu'une, c'est celle qui dirige le Sénat aujourd'hui, Matvienko, au milieu d'un aéropage de messieurs. Et la Banque centrale ? Oui, Nabiulina, la présidente de la Banque centrale, effectivement, est une femme. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Margarita Simonian et de Zakharova, c'est d'aller au-delà justement du personnage public et de regarder qui elles sont. Moi, j'avais fait un portrait des femmes autour de Poutine pour une revue qui malheureusement n'existe plus, la revue pour l'intelligence du monde, qu'avait créée Béchir Benyamed, le patron de Jeune Afrique. Et j'avais consacré justement quelques pages et à l'une et à l'autre, voilà, dans les femmes qui comptaient autour de Poutine. Il faut savoir que Zakharova a écrit des poèmes qui sont mis en chanson
Oui. comme d'ailleurs Mishustin, le Premier ministre, comme d'ailleurs Lavrov, qui écrit des poèmes. Si vous voulez, c'est incroyable. Ce sont et ils ne sont pas édités parce qu'ils ont ces fonctions-là. D'ailleurs, personne ne sait que les chanteurs s'en emparent, par contre. Les chanteurs s'en emparent, et c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ces personnalités russes. Et là, on va toucher peut-être ce qu'on appelle, avec énormément de guillemets, l'âme russe. C'est-à-dire que ce sont des personnalités, des hommes, des femmes qui ont vraiment plusieurs dimensions et qui ne sont pas dans l'intellectualisme ou le cartésianisme pur. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup de mal à toucher du doigt lorsqu'on regarde tous ces leaders politiques qui ne se considèrent pas comme tels d'ailleurs. Eux, ils sont là. Le patriotisme, et vous le savez bien, est une valeur cardinale pour les Russes. Patrie s'écrit avec une majuscule. Le mot d'État s'écrit avec une minuscule. Ça veut dire beaucoup de choses. Ce sont des hommes et des femmes au service de quelque chose de bien plus grand qu'eux et qui les dépasse. Ils en ont la conscience. Et ils en ont la conscience. Et Margareta Simonian, elle est d'un courage extraordinaire depuis quelques mois, depuis le mois de décembre. Je ne sais pas si elle l'a évoqué dans votre entretien, mais elle a un mari qui est en mort clinique, avec 2 ou 3 enfants, je ne sais plus, en bas âge. Et elle, ça lui arrive d'en parler publiquement, mais enfin, voilà, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais si vous voulez, quand... Et dans ces conditions, elle subit les attaques où on dit des choses vraiment abjectes sur ce qui pourrait arriver à son mari, etc. Et elle doit faire face à cela en plus. Et avec une très grande dignité. Ouais. Juste pour dire ça d'une manière très lapidaire, je dirais que les Russes, d'une certaine façon, sont du côté de l'être quand les Occidentaux et Américains, les premiers, sont du côté de l'avoir. Un exemple tout simple. Vous connaissez les entretiens que Poutine a accordés à Stone, à Oliver Stone. Oui. Quand Stone, Poutine lui explique ce qu'a été la Deuxième Guerre mondiale pour la Russie. Et Stone dit, mais finalement, donc vous avez vraiment donné tout ce que vous aviez pour cette victoire, tout ce que vous aviez. Et Poutine répond, nous avons donné jusqu'à la dernière goutte de notre sang. Vous voyez, il y a l'avoir d'un côté et l'être de l'autre. Et dans ce film des 25 ans de Poutine, un moment, de manière très incidente, Poutine dit nous ne sommes pas mus par des choses matérielles exclusivement. Alors évidemment, vous avez tous ces oligarques bling-bling russes qui démontrent que c'est très humain, avec beaucoup d'ostentation, avec beaucoup de mauvais goût. Ça existe aussi, bien sûr. Mais le fond de l'ADN russe, c'est pas ça. C'est vraiment l'être. Et ces 2 femmes, chacune à leur manière, elles ont l'air de statues, elles ont l'air très fortes, mais elles ont quelque chose très sensible au fond des yeux, une petite flamme qui vient compléter cette vision de la femme russe très forte. Il y a de l'émotion. Voilà. Lara. Maria, pareil, je lui pose la question sur ses poèmes, et d'ailleurs elle tourne tout de suite le sujet, alors que je venais ce matin même d'écouter la chanson qui a été donc adaptée sur son poème, qui s'appelle « Rendez-nous la mémoire ». Et c'est à pleurer, c'est tellement fort. Et c'est une femme, c'est une ministre qui à la fois doit faire face aux problématiques de géopolitique, aux insultes auxquelles elle doit répondre pour dire que la Russie va faire ceci ou en miroir, etc. Alors que tout ce qu'elle souhaitait, elle dit, nous on est toujours là, on n'a jamais fermé la porte au dialogue. Et c'est pas parce qu'ils sont faibles qu'ils ne ferment pas la porte au dialogue. C'est parce qu'ils sont très forts et ils savent pourquoi ils se battent. Voilà. Et ces gens-là, en fait, il n'y a pas besoin d'un autoritaire Poutine pour qu'ils soient ce qu'ils sont. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'ils sont ce qu'ils sont là où ils sont parce qu'il y a Poutine. Ça, c'est vrai. Ça, c'est certain. Mais par contre, ils doivent... il n'y a pas du tout une ligne conductrice qui les oblige à être ce qu'ils sont. C'est ça qu'il faut comprendre.
On continue peut-être sur les entretiens. Donc, on l'a dit, des députés hauts en couleur sont des personnalités, les Goussieff, les Wasserman. C'est incroyable ce Wasserman que j'ai interviewé. Alors, je peux raconter comment j'ai vu. Donc, je l'attendais en bas parce que son assistante m'a dit il viendra à pied. Et je me suis dit, bon, tant qu'il trouve, puis composer le code et tout ça d'entrée pour accéder au studio. Et puis, il pleuvait. Donc, j'étais avec mon parapluie. Puis tout à coup, je vois une espèce de parapluie, enfin d'imperméable, mais genre kawaii immense avec une capuche bien baissée sur les yeux et puis une médaille qui pend. Donc voilà, un bonhomme immense qui avance. Et je me dis, mais est-ce possible? Parce qu'on m'a dit que c'était un original. Et je vois quelqu'un de très, très original. Donc je m'approche de lui, je lui pose la question, et il me dit oui, et puis il enlève la capuche, et je reconnais donc le visage. Il entre dans les studios, donc il a l'ordinateur accroché donc par un fil au cou. Il a des espèces de tenues avec des poches multiples où il y a jusqu'à un tournevis. Enfin, il y a des trucs tout à fait improbables. Et cet homme-là, en fait, on appelle ça znataki, des savants. D'un grand jeu télévisé qui en fait balaie la culture générale depuis des années. Il me dit toujours à chaque fois, non mais je suis pas scientifique. Ah oui, et il dit attention, hein, je suis pas scientifique. Mais pourtant c'est un grand voilà, un homme qui a une culture générale hors norme. Et puis voilà, donc il a accordé un entretien à Nicolas, ce qui est très 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 intéressant parce qu'il balaie très très fort les certitudes scientifiques de ses confrères d'Occident. Donc des dames, des députés, des géopolitologues peut-être, quelques mots sur les trois principaux géopolitologues qui vont balayer justement les trois façons de regarder quand on est russe, soit vers l'Europe, l'Occident, soit se penser eurasien, soit aller carrément et clairement vers Shanghai, vers la Chine. Alors, Nicolas, vous avez fait beaucoup sur vos présentations, sur ce que je mérite, etc. Mais n'oublions pas que ces gens-là, c'est vous qui les avez interviewés et que ces gens-là, quand ils accordent l'interview, c'est parce que, d'accord, ils sont d'accord pour vous rencontrer. Mais ils ne s'attendent pas à avoir un retour intellectuel à la hauteur de... Parce que on vit une époque où les Français ne sont pas les plus brillants sur la scène internationale. Les journalistes ne sont pas des journalistes qui lisent un livre avant d'interviewer un auteur. Enfin, je vous passe. Mais quand ils vous retrouvent en phase 2, au bout de 10 minutes, le temps n'est plus le temps. Ils sont dans une espèce d'échange avec vous. Et ça, je peux en témoigner. Moi, j'assurais la traduction. Et j'ai vu comment, au bout de 10-15 minutes, quelque chose se transformait en une conversation avec quelqu'un qui est apte à comprendre et qui est apte à peut-être même répondre à leurs questions. En tout cas, ils ont une dimension intellectuelle assez immense. Donc, vous avez interviewé les trois. Vous avez donc interviewé celui que la France connaît plus ou moins, Alexandre Dugin. Ensuite, celui qu'on ne connaît pas trop, mais c'était un homme aussi de l'ombre, donc Andranik Migranian, qui a justement servi 4 présidents sur la géopolitique, surtout la partie caucasienne. Et ensuite, vous avez interviewé celui qui était à l'origine de la création de l'OCS, l'Organisation de coopération de Shanghai, et qui est le papa de Maria Zakharova, qui est diplomate à Pékin, qui a mis tout son savoir pour créer les premières interactions avec la Chine par la Russie. Et donc voilà, vous avez aussi interviewé Vladimir Zakharov pour terminer ce trio de géopolitologues qui connaissent la Russie et qui connaissent les sujets sur lesquels ils travaillent. Elena, la Russie et les géopolitologues, leurs visions diverses, qu'est-ce que Alors, Andranik Migranian, il se trouve que moi j'ai fait sa connaissance il y a un mois et demi maintenant à Yalta. Parce que j'ai eu la chance d'être invitée au 80e anniversaire de la conférence de Yalta, qui avait lieu au Palais Livadia, là même où Staline, Churchill et Roosevelt s'étaient rencontrés en février 1945.
Je crois que ce genre de grande réunion, en tous les cas, il y en a une pour les 75 ans, donc il y a 5 ans. Ce que m'ont dit ceux qui avaient participé aux deux, parce que bon, moi c'était la première fois et évidemment pour moi tout était nouveau, c'était la première fois que j'allais en Crimée, alors que ma mère a passé une partie de son enfance en Crimée, donc pour moi j'en avais toujours entendu parler, mais je ne parce connaissais que ça pas. peut vous valoir l'inscription sur Miratvolet. Écoutez, bon, nous étions nous étions 6 étrangers sur présents physiquement, sur 70 participants, tous les autres étaient russes, mais il y en avait beaucoup plus en visio avec des gens un peu surprenants. Par exemple, le chanteur des Pink Floyd, Roger Waters, qui a voulu intervenir et qui a fait une intervention, ma foi, très longue et très émouvante, bon, pour la paix évidemment. Donc ce que j'ai compris, et ce qui était un peu nouveau pour moi, je dois dire, à Yalta, et qui m'a beaucoup, beaucoup impressionnée. Bon, évidemment, on revenait sur la mémoire de la guerre. C'est le fait que, au fond, et je crois que c'est très important pour comprendre la situation actuelle de ce qui se passe en Ukraine, parce que quand Poutine a annoncé démilitarisation et dénazification, surtout dénazification, je crois qu'en Occident, personne n'a compris. Ça a choqué tout le monde. Bon, outre le fait d'envoyer des troupes et de franchir une frontière, ça, je pense que ça continue à choquer, et sans doute à juste titre, beaucoup de monde. Mais bon, ça, c'est... les décisions sont prises pour des raisons que je pense le commun des mortels ignore. Et ça, les historiens feront leur travail d'ici quelques années. Mais sur ce qui est de ce concept de dénazification, c'est sûr que le nazisme allemand du Troisième Reich est quand même relativement bien connu, a fait l'objet de beaucoup de travaux d'historiens. Moi, ce que j'ai vraiment touché du doigt là, c'est ce qu'on pourrait appeler les petits nazismes, si je peux employer cette expression. Les historiens russes l'emploient, donc je la mets entre guillemets. C'est les nazismes qu'on a pu trouver dans les pays baltes, en Ukraine, dans tout ce territoire de ce qu'était l'Union soviétique, et le fait que, pendant toutes les années soviétiques, ces travaux-là n'ont pas été faits parce que tous ces gens-là vivaient dans le même grand pays qui était l'URSS, et on mettait sous le tapis, en quelque sorte, tout ce qui avait pu être les exactions alors dans l'historiographie russe classique, pour l'instant, ça passe comme les fascistes et leurs collaborateurs. Voilà, c'est comme ça que sont mentionnés pudiquement les personnes qui ont pu faire, qui n'étaient pas plus sympathiques que leurs collègues allemands, et qui ont fait des exactions inavouables, y compris sur le territoire de l'ancienne Yougoslavie d'ailleurs. Et vous avez un certain nombre d'historiens. Alors j'ai eu la chance, moi, de voyager dans le train entre Moscou et Simferopol avec une jeune historienne de 35 ans, dont c'était partager mon compartiment. Et c'est 30 heures de train, donc on a le temps de discuter. On a beaucoup échangé, elle m'a beaucoup, beaucoup appris. Et c'est un sujet sur lequel je me penche maintenant, parce que c'est quelque chose qu'on ne comprend pas bien en Occident, parce qu'on a un angle mort complet, je crois, sur cette réalité-là, que les Russes découvrent aussi d'une certaine façon, avec une force évidemment particulièrement violente. Lara, juste avant la petite pause il y a un non-sens complet sur le fait que en fait, on dit que l'URSS, c'était l'oppression, donc interdiction de liberté d'expression et tout ça. Mais on oublie que là-dedans, justement, se cachait aussi ce genre de monstruosité qui était mise sous le tapis pour ne pas en parler, pour ne pas les punir, pour pas que l'Occident voit que ça existait, etc. Oui, puis surtout, c'était l'amitié entre les différents peuples qui composaient l'URSS. Il ne s'agissait pas de créer des bisbilles entre les Baltes et les Ukrainiens et les autres. Et surtout, les chefs de parti, par exemple, quand on prend Khrouchtchev et son épouse, qui était issue de cette Ukraine gangrénée par le nazisme et qui n'a jamais été purgée, qui a demandé à même ceux qui étaient accusés de collaboration soient libérés. Enfin, ils n'ont pas, à l'époque, l'URSS a laissé
prendre racine cette monstruosité sans empêchant complètement la possibilité de la purger. Et ça, donc, c'est un contresens, parce que d'un côté, on dit il n'y avait pas de liberté d'expression pour les libéraux et tout ça. Ça, d'accord. Voilà, ça, l'Occident accepte. Mais il n'accepte pas qu'il n'y a pas eu de travail effectué, comme il y a eu le procès de Nuremberg, etc. Ça n'a pas eu lieu en URSS. Donc, c'est resté, et ce sont aujourd'hui les séquelles de ce que c'était l'URSS dans sa monstruosité, dans cette partie-là. Merci mesdames, une petite pause très courte, on revient tout de suite après ça dans ce libre journal de géopolitique profonde sur Radio Courtoisie. Nous sommes en présence, Lara et moi-même, d'Elena Peroux. Elena Peroux et son livre majeur pour comprendre Poutine, un russe nommé Poutine, aux éditions du Rocher. Je vois qu'il y a quand même quelques questions pour débuter, donc on va en parler tout de suite si vous le voulez bien, hein, aussi bien Lara qu'Elena. Et puis on continuera après ces échanges. Bonjour, quelle joie d'entendre parler de la Russie, des Russes et de leur culture de cette manière peu habituelle sur beaucoup de médias. Avez-vous l'intention d'investir et d'investiguer de la même façon côté ukrainien, en profondeur également? Mais peut-être ai-je manqué une émission précédemment, bien que je sois un fidèle auditeur. Écoutez, je ne suis pas persuadé qu'on y sera reçu en Ukraine comme on a été reçu en Russie. Ça sera un premier élément de réponse, ce sera le seul. Bonjour à vous. Vu la morgue affectée par le ministre Barrot à l'égard de la Russie, et particulièrement de Poutine, il ne reste plus que des gens comme vous pour être acceptés avec toutes les facilités dans ce pays et ainsi obtenir quelques informations, au moins d'ambiance sur ce pays. Beaucoup de gentillesse dans ce message de Philippe. Cette énumération de vos interviews est absolument sans intérêt. Voilà. Oui, mais il faut tout, il y a toutes les questions, toutes les remarques sont bonnes à prendre. Macha Merrill n'est pas digne de ses ancêtres. Elle a fait récemment des déclarations ignominieuses sur Vladimir Poutine. Allez, tout le monde y passe. Je suis étonné de l'absence, question intéressante là, je suis étonné de l'absence de la Turquie et du président Orban aux célébrations du 9 mai. Je suis très étonné que M. Poutine accepte les négociations qui ont lieu à Ankara, en Turquie, neutre de l'OTAN et belligérante dans la guerre russo-ukrainienne. L'année ukrainienne de combattants islamistes turcs et utilise aussi, bon c'est un peu fouillis là, excusez-moi, et utilise aussi des armes fournies par la Turquie. Cher Nicolas, cher Lara, quel tableau de la France. Dommage que nous soyons entendus dans le monde entier, en l'occurrence. Ça va plomber le tourisme français. Mais il faut dire la vérité. Oui, Denis, il faut dire la vérité. Merci. Sacha n'est pas un prénom, mais un surnom au départ. Exactement, c'est un diminutif. Oui, c'est un diminutif affectueux. Voilà. Mais Alexandre, le prénom masculin Alexandre, est celui qui a le plus de diminutifs. Oui. C'est parce qu'il est très répandu et donc du coup vous allez Sache, Sagne, Shura, vous avez ça, les déclinaisons. Et qui n'ont rien à voir avec la sonorité première. Oui. Que pensez-vous de la vision de l'univers russe par Giovanni d'Ampoli dans son ouvrage Le Mage du Kremlin? Elena? Je peux vous faire un aveu. Oui, vous ne connaissez pas cet ouvrage. Bien sûr que si, je le connais. Je le connais, mais je n'ai pas encore eu le temps de le lire. Voilà, donc je vous fais un aveu. À vrai dire, je passe... vous connaissez 24 heures de la vie d'une femme de Stefan Zweig? Oui. Eh bien, je trouve que 24 heures, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Je suis d'accord avec vous. Donc je passe énormément de temps à regarder des choses en langue russe. Voilà... J'ai pas le temps. J'ai décidé d'être un peu blagueur et de piéger un peu à la fois Elena et Lara sur ces remarques, dont certaines sont désobligeantes, mais on les prend toutes et on essaie évidemment de s'améliorer. C'est pour ça que Philippe, on va continuer l'énumération. Voilà. Rien que pour vous. Rien que pour vous, exactement. Donc, alors il y a des Tolstoï, il y a cette vedette-là, des plateaux qu'on va avoir aussi, comment s'appelle-t-il déjà? Soloviev. Alors, pas le Soloviev de l'Antéchrist. Non, le Soloviev, Vladimir Rodolfovitch, qui dit sans arrêt « J'arnim pas Paris ». Je ne suis pas très fan de cette approche-là, mais il est nécessaire aussi de pouvoir donner la parole au moment, en fait, quand il s'adresse à un public, il s'adresse à un public russe. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et quand on prend une interview, ils savent qu'ils s'adressent à un public français. Donc là, ils sont complètement différents. Non pas qu'ils sont hypocrites, mais ils comprennent ce qu'ils doivent porter comme message. Nous, on ne vient pas en guerre, en ce qui nous concerne. On vient pour que l'irréparable n'arrive pas.
Et malheureusement, on est dans une espèce de flou incroyable. On a un président qui, à tout moment, est capable de lancer des mots qui pourraient être, à un moment, irréversibles. Il me semble. Et c'est ça le danger aujourd'hui. Et on a fait ce voyage pour expliquer aux Français que les Russes ne représentent pas une menace mortelle. Existentielle. Donc et les Russes comprenaient notre démarche. Donc voilà. Après, pour les énumérations, donc on a eu la chance de rencontrer... Peut-être que Elena aurait voulu réagir sur cet aspect-là. Non, sur la menace, c'est-à-dire que quand on connaît un peu l'histoire récente de la Russie, quand on sait le prix qu'elle a payé, un habitant sur 6 est mort pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Russes savent ce qu'est le prix de la guerre. Aucune famille épargnée. Aucune famille n'a pu être épargnée. C'est comme la Grande Guerre pour nous, en France, simplement avec une mémoire beaucoup plus vive, puisqu'elle est beaucoup plus proche. Quand on regarde que la Russie aujourd'hui, c'est 146 millions d'habitants sur un territoire qui fait 25 fois la France, avec un déficit démographique chronique. Et c'est l'enjeu numéro 1, c'est le défi numéro 1 des dirigeants actuels, c'est de repeupler la Russie. Alors évidemment, une guerre n'aide pas à repeupler. Et ça a été d'ailleurs le choc terrible que les Russes ont ressenti en février 2022, lorsque la guerre a été déclenchée. Ça a été si vous voulez, il y a quelque chose qui ne collait pas avec cette politique de défense familiale de la démographie qui est la priorité numéro 1 depuis mars 2000, c'est-à-dire depuis le premier discours de Poutine fraîchement élu. Et c'est encore la première des priorités de son mandat actuel, avec des chiffres ambitieux qui pourra peut-être tenir pour 2030. Mais si vous voulez, les nouvelles frontières de la Russie et tout l'effort économique qui a été porté ces dernières années, a été porté vers l'extrême-orient russe, au sein des frontières de la Russie, avec ce forum économique de Vladivostok, avec toute la politique de dons de terre, puisqu'on donnait 1 hectare d'abord aux habitants d'Extrême-Orient, puis aux habitants de toute la Russie gratuitement, pour peu qu'ils aient un projet, et on les accompagnait dans ce projet pour défricher cette terre. Si vous voulez, c'est la nouvelle frontière, pour reprendre un terme américain, la nouvelle frontière de la politique russe, c'était vers l'Extrême-Orient. Et vous avez d'ailleurs, dans le gouvernement russe, un seul ministère géographique, c'est le ministère du développement de l'Extrême-Orient, auquel l'Arctique a été adjoint en février 2019. Donc, si vous voulez, l'effort de conquête, j'allais dire territoriale, mais au sein de la Fédération de Russie, c'est de conquérir ces terres d'Extrême-Orient qui sont extrêmement riches. Quand vous allez sur le site du ministère de l'Extrême-Orient, vous avez toutes les richesses, toutes les ressources naturelles qui sont listées en différentes langues, et pas seulement en chinois, puisque, évidemment, ce sont des terres qui sont très convoitées par les amis et voisins chinois de la Russie. C'est pour dire que la Russie n'a que faire de conquête territoriale à l'ouest. Si vous voulez, c'est vraiment ne pas comprendre ce qu'est la logique russe, de penser que la Russie nous menace et qu'elle va conquérir d'autres terres sur le flanc ouest. Il y aurait beaucoup à dire pour développer ce qu'est cette menace russe, entre beaucoup de guillemets, mais ce sont des éléments de langage, comme on dit dans les cabinets ministériels, qui n'ont aucun sens. Merci Elena Perrou. Alors, un message pour éclaircir un message précédent. La Turquie, elle y parlait de membre de l'OTAN, on est d'accord. C'est quelqu'un qui ne trouvait pas normal que Poutine accepte que les négociations de paix se déroulent à Istanbul. Et 2, l'Ukraine, qui a des combattants islamistes turcs et syriens. C'était ça qui était dit. Donc voilà, ça on le sait, il y a une légion étrangère importante en Ukraine. Lara ? Pour ce qui est, mon ressenti par rapport à ces négociations à Istanbul. Il faut quand même regarder côté russe ce qui s'est passé, c'est-à-dire c'est quasiment la même composition qui était celle de mars 2022. C'est-à-dire que les Russes restent dans une continuité. Ça n'a pas changé. Ils n'ont pas de nouvelles demandes ou démarches dans cette histoire-là. C'est ça qu'ils envoient comme message. Ils ne choisissent pas la Turquie parce que c'est un ami ou parce que la Turquie a montré une quelconque... Non, mais parce que déjà, à l'origine, à l'époque, en mars, quand ça a capoté, c'était les négociations à Istanbul qui pouvaient aboutir. Et celui qui les a empêchés, c'était celui qui s'en est même vanté, qui a dit faut faire la guerre jusqu'au dernier Ukrainien.
c'est quand même Boris Johnson. Faut pas l'oublier, ça. Et les Russes ne l'oublient pas. C'est ce message-là qu'ils envoient à l'Occident. C'est pas autre chose. Bojo. Bonjour, chers vous deux, vous trois. Plus votre Nini G ou F. Je n'ai toujours pas compris si elle était glam ou flamme. Elle est flamme. Non, elle est glam. Elle est c'est glam. Capital C'est Flamme. le fameux glam de glamour. Hein bon. J'écris avant la fin de l'émission, je n'ai rien à dire et pas de questions. Je ne me manifeste pour vous dire que je vous écoute avec attention et surtout heureuse de vous savoir de retour. Bonne émission. Eh bien, écoutez, merci Françoise. L'Occident veut dire tomber, décadent. Qu'est-ce qui nous empêche de créer la grande Europe, tiens, de Brest à Vladivostok? Le soleil ne se lève-t-il pas à l'est? Qu'est-ce qui nous empêche? Ceux qui nous gouvernent, il me semble, non? Ils n'ont pas du tout cette vision des choses. Et pas de l'Atlantique à l'Oural, comme on disait autrefois, parce que en réalité, Atlantique à l'Oural, ça veut dire que vous coupez la Russie en deux et vous la... Et vous considérez que le reste est l'Asie. Oui. C'est précisément intéressant que toutes ces composantes soient au sein de la Fédération de Russie. Et juste un mot sur pas directement la Turquie, mais c'est vraiment une vision qu'on n'a pas beaucoup vue de l'Occident, c'est ce caractère multiethnique et multiconfessionnel de la Russie. Là, il vient de se terminer à Kazan, capitale du Tatarstan. Qui a déjà brillé par le sommet des BRICS. Alors, qui a brillé par le sommet des BRICS. Vous avez un forum très intéressant qui a été créé en 2009. Là, c'était la 16e édition. La Russie et le monde musulman. C'est pour ceux qui s'intéressent à la question, vous trouverez plein d'éléments sur différents sites avec pas mal d'éléments en anglais, puisque l'anglais était évidemment une des langues de travail. C'était l'arabe, l'anglais et le russe. C'est un forum qui prend beaucoup d'ampleur. Et il faut comprendre cette diversité ethnique pour comprendre la Russie dans son entièreté. Et pour comprendre à quel point le fait de couper une partie de la population du droit de parler sa propre langue, alors qu'en Russie, il y a 25 langues officielles au-delà du russe, qui est la langue d'État. Vous avez 25 langues officielles en Russie. Vous avez un attachement à cette diversité qui est extraordinaire. J'ai pu échanger avec la représentante... Et l'ukrainien en fait partie de ces 25 langues. Voilà. J'ai pu parler justement avec la représentante de la communauté ukrainienne de Crimée qui disait qu'en Crimée elle-même, il y avait 175 ethnies. En Crimée, il y a 175 ethnies. Et moi, ce qui m'a frappé en arrivant à Simferopol, la première chose qu'on voit, c'est une énorme mosquée, toute neuve, qui a été construite après l'annexion, le rattachement, comme on voudra, enfin après mars 2014. Pour les Tatars. Et tout est fait pour respecter, non seulement respecter, mais encourager l'expression culturelle et religieuse des différentes composantes de cette formidable mosaïque qu'est la Fédération de Russie aujourd'hui. Et l'Ukraine, à certains égards, c'est aussi une formidable mosaïque, peut-être moins diverse. Quand on prend Odessa, c'est une espèce de kaléidoscope exceptionnel. Bien sûr. Et quand Poutine disait justement le jour de cette fameuse rattachement-annexion 18 mars 2014, la Crimée ne sera jamais la Crimée de Bandera, et tout le monde s'est levé pour applaudir, c'est ça qu'il voulait dire. Quand on va là-bas, on touche du doigt cette réalité-là. Merci Elena. On rappelle aussi, Lara, que qu'outre vous-même et moi-même, nous avons, parmi les personnes qui ont dirigé ces entretiens, notre ami Xavier Moreau, évidemment, qui travaille en lien évidemment avec Géopolitique Profonde et qu'on a eu la joie de pouvoir rencontrer quand on était à Moscou, puisque cet ancien Saint-Syrien est aujourd'hui acquis la nationalité russe. Il y a au moins un trio, aussi avec, je crois, un certain Fabrice Sorlin, une personne qu'on n'a pas eu le temps de rencontrer, mais qu'on salue parce que c'est quelqu'un de précieux aux équipes de GPTV. Tarade, donc, qui a fait quelques émissions en son temps, entre autres sur Géopolitique Profonde le vendredi soir. Peut-être spécialement pour Philippe, je plaisante, terminer avec écoutez, celui qui est si connu en Russie,
qui, j'espère, sera bientôt rapidement connu en France, l'auteur de Bessagone et le chasseur de démons. Ça, évidemment, c'est un sujet, vous en doutez, chers auditeurs, ceux qui me connaissent, qui me passionne. Ce qui était en fait, ce que j'avais considéré intéressant pour GPTV lorsque je participais à l'élaboration de ce voyage, c'est d'inclure, au-delà des politiques, des gens de la culture, des gens de l'art, des arts, c'est-à-dire on a un entretien avec un poète exceptionnel, et puis toucher, pourquoi pas, le cinéma ou la télévision, mais dans son plan culturel. Et il se trouve que depuis des années, je cherchais à prendre contact pour différentes personnes en France qui souhaitaient le rencontrer. Celui qui est en fait pour la Russie, comme Poutine, il représente une forme de continuité artistique, familiale, dynastique. En fait, cet homme-là, c'est le petit-fils d'un grand peintre, Soulikov. C'est le fils d'un grand poète qui a écrit l'hymne, 2 fois l'hymne soviétique, 1 fois l'hymne de la Russie, celui qu'on ne peut pas écouter assis. Qu'on soit étranger, qu'on soit russe, on ne peut pas, tellement il est magistral. Et voilà, on n'écoute jamais un hymne assis. Oui, mais pour un étranger, un étranger peut écouter l'hymne d'un autre pays assis. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Il vous force à vous lever par sa force, tant la musique que les paroles qui frappent, en fait, qui complètent la musique. Et cet homme-là, qui est en plus le frère d'un autre cinéaste exceptionnel, pour moi, c'est une figure mais exceptionnelle russe. Il s'appelle Nikita Sergeyevich Mikhalkov. Cet homme était pour moi un acteur que j'adorais. Ensuite, un metteur en scène, c'est un peu notre campagnol, c'est un peu, je dirais, bon, voilà, après, vous allez peut-être trouver, mais moi, je trouve un peu, je pense à mon Christian Combaz, mais bon, voilà. Mais justement, on adore Christian Combaz, et aujourd'hui, on pourrait faire ce parallèle-là. La différence, c'est le public et la taille de son talent et ses possibilités. C'est quand même un metteur en scène oscarisé. Et chaque vidéo, c'est plusieurs dizaines de millions de... Et il s'est converti à la vidéo d'auteur. Il a créé une chaîne en 2011 qui s'appelle Bessagone. Au début, on dit, mais qu'est-ce que c'est Bessagone? Presque bizarre. B, c'est donc le titre de Dostoïevski, Les démons. Et Bessagone, Gone, c'est celui qui chasse. Donc, c'est chasseur de démons. Il y a d'ailleurs un saint Nikita qui chasse les démons. Et un saint Nikita, chasseur de démons, qui est l'emblème, en fait, de cette émission. Et moi, je n'espérais pas, je n'y croyais pas. Et bien, on l'a eu. Et ce qui était exceptionnel dans cet entretien, c'est qu'il nous a accordé un entretien, tout le monde nous a dit il est très capricieux, enfin pas capricieux, c'est parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de temps à perdre, qui n'a pas à s'expliquer, à faire face aux gens qui ne l'aiment. Ça n'a aucun intérêt pour lui, c'est fini. Et il fait ça pour son plaisir, il fait ça parce qu'il considère que c'est sa mission. Poutine, hein. Voilà. Personnel, hein, pas du tout politique. C'est peut-être le seul homme, un des rares hommes qui reçoit Poutine chez lui. Quand Poutine il fait des remarques, s'il trouve que Peskov, par exemple, commet un impair, il va le dire. Peskov, quand même, le porte-parole du Kremlin, va être obligé de s'expliquer, et dire la dimension du personnage. Ça s'est vu. Et donc, Nikita Mikhalkov nous a accordé cet entretien. On nous a dit ça peut être 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, mais c'est lui qui décidera. L'entretien a duré 1h30. L'entretien avec Nicolas a duré 1h30. Pendant cette 1h30... J'ai envie de dire Nicolas Hélarin, parce qu'en plus, il nous avait positionné sur... c'est un metteur en scène, ça rigole pas. Hein. Il a tout de suite compris ce qu'il voulait faire. En fait, il nous a placé Nicolas devant moi, juste derrière, dans l'axe de son regard. Et en fait, il a fait quelque chose d'exceptionnel aussi parce que moi, je traduisais pendant 1h30. Normalement, ça ne se fait pas en simultané. C'est très chargé, c'est très difficile. Pendant 1h30, je n'ai pas traduit. J'ai juste dit les mots qu'il a dit en français. C'était d'une fluidité absolue et je n'avais zéro fatigue. J'étais au contraire, tellement exaltée de cette rencontre. C'était une fréquence hors norme. Il y avait l'impression qu'en fait, il nous a fait rentrer dans quelque chose et nous a amenés. Et puis,
à la fois continuant à nous poser des questions et lui-même ajustant son opinion. Hors norme. Voilà. Cet entretien-là, vous allez le voir sur GPTV quand il sera complètement monté, parce qu'il a décidé de nous gratifier de photos et d'images supplémentaires par rapport à ce qu'on a vu. On a pu accéder à cette pièce qui est la pièce où il tourne Bessagon. C'est-à-dire que les Russes qui écoutent cette émission vont me comprendre. Les Français vont peut-être découvrir dans un futur proche ces émissions en français. Moi, je peux vous dire que la charge émotionnelle, intellectuelle, spirituelle que ça a été cette rencontre, rien que pour ça, ça valait tout le travail, tout ce qu'on a fait pendant des années, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà. Merci, Elena. Quelques mots sur... Magnifique témoignage. Écoutez, moi, je pense que les Français connaissent un peu quand même Mikhalkov. Enfin, je l'espère. En tous les cas, ceux qui ne connaissent pas, il faut aller voir Les Yeux Noirs. Il faut aller voir Soleil Trompeur. Soleil Trompeur, il joue un rôle, parce qu'il joue souvent dans ses films, il joue un rôle que je laisserai découvrir à ceux qui ne connaissent pas, mais c'est très, très, très prégnant. Et puis, dans les vieux films, les premiers films... romance. Moi, non, je pensais à Partition inachevée pour piano mécanique. Je commence l'interview sur le fameux Sans Père, le Tchekhov, cette réadaptation de Tchekhov. Ouais. Ouais. Et Nicolas arrive à ce moment-là, il lui pose une question sur l'absence de père, et il la détaille. Et là, j'entends Nikita Sergeevitch qui dit « C'est très intéressant, je n'avais pas réfléchi à ça, c'est une matière à réfléchir ». Et à partir de là, les canaux sont ouverts. En fait, l'assistante qui faisait des signes 5-10 minutes lui a dit « Écarte-toi ». Et on est entré dans une autre dimension d'échange avec cet homme, d'une richesse, d'une générosité, d'une sensibilité qui n'a pas à son pareil. Et voilà, on est sorti de cet entretien gratifié de casquettes que seul Nikita Sergeevitch peut remettre en main propre quand il considère que c'est mérité. Et voilà, et on va peut-être mettre en place une collaboration plus poussée. J'en rêve, je ne crois même pas, mais c'est lui qui l'a dit. Voilà. Merci beaucoup, Lara, pour tous ces témoignages. Madame Stamm est intéressante, mais serait-il possible d'entendre un peu ce Stocker? Pardon. Nous aimons bien entendre aussi son point de vue. Eh ben non. Voilà. Merci, en tout cas, chère auditrice. Mais maintenant, ça va être exclusivement Elena Perrou, qui est notre invitée. D'ailleurs, des éléments intéressants. Alors, votre émission, toujours intéressante. Votre invité nous apporte de nombreuses informations inédites d'arguments sur la vision politique russe pour beaucoup d'auditeurs. Votre auditeur, Philippe, a été un peu virulent, mais je comprends son observation. Moi aussi. Ou presque. Vous listez longuement vos entretiens réunis lors de vos voyages. Mais nous n'avons pas le contenu. Et bien, vous allez l'avoir, le contenu. C'est la limite de ces exercices avec ces nouveaux médias Internet, que ce soit les médias de grand chemin ou de radio commercée. Les éditorialistes viennent nous expliquer que les contenus sont disponibles ailleurs. Et ça, c'est pas faux. Je vous écoute toute la journée, y compris aujourd'hui dans mon atelier où je passe de nombreuses heures. J'attends d'un média qu'il m'apporte une recension des informations. Je n'ai pas le temps d'écouter des chaînes YouTube après avoir écouté des médias courtoisement vôtres. Eh bien, c'est une observation que nous prenons évidemment en considération. Bonjour, excellente émission, excellente invitée. Sur la Turquie, elle est essentielle pour le contrôle de la mer Noire. Les Russes doivent en tenir compte. Il y a aussi des liens économiques forts. Importance de Turk Stream Pipeline également. Elena. Oui, les Russes sont très pragmatiques avant tout. Et alors, j'ai eu l'occasion de poser la question très directement à une personne qui fait en partie la politique arabe de Poutine lors j'ai été invité une fois au Club Valdai, après la sortie de mon livre, et j'aurais demandé, mais chez vous, enfin en Russie, les frères musulmans sont une organisation considérée comme terroriste depuis 2003. Or, la Turquie actuelle est quand même a une forte coloration frères musulmans. Comment vous faites? On est pragmatique. À l'intérieur du pays, c'est niet. À l'extérieur, on travaille avec les chefs d'État comme ils sont, tels qu'ils sont, et toujours dans l'intérêt de la Russie. Le seul pays qui échappe à ce calcul pragmatique par les Russes, c'est la France. C'est l'unique pays qui n'a pas autre chose comme calcul
que cet attachement à ce que c'est la France, la culture française, le peuple français. C'est ça qui est incroyable. Là, il y a zéro pragmatisme. C'est-à-dire, cette amitié, ils sont prêts à la payer, en quelque sorte. Tellement, ils sont prêts toujours à aider ce pays. C'est ça qui est fort. Ça, j'aimerais bien vous entendre. Je vous vois ému, mais je suis aussi très, très ému. Oui, non, mais c'est quelque chose que j'ai ressenti très fortement en allant à Moscou, là, au mois de mars, enfin, à Yalta et à Moscou en mars et avril. Oui, c'est juste ce que j'ai dit tout à l'heure à propos de Jacques Chirac, c'était vraiment une initiative personnelle de cet historien aidé par, alors non pas Orlov, mais l'ambassadeur Avdiev, qui était ensuite ministre de la Culture, qui était un ambassadeur qui restait un certain temps aussi à Paris et qui a beaucoup travaillé avec Jacques Chirac. Il y avait un vrai attachement. Mais souvenez-vous de l'enterrement de Jacques Chirac. Vladimir Poutine est venu à Saint-Sulpice. C'était. Moi, j'ai eu la chance d'être témoin de cette relation très forte. Bon, témoin à distance, évidemment. Et je sais qu'une fois que le président n'était plus à l'Élysée, il est revenu à titre totalement privé à l'invitation de Vladimir Poutine pour le voir de manière très amicale et pas protocolaire. C'était pas à Moscou, c'était dans la campagne russe, d'après ce que j'ai compris. Il y a vraiment eu une relation très forte. Et les Russes s'en souviennent. Bon, ils disent souvent que c'est le dernier grand président que la France ait eu. Bien sûr, non, cette relation est très forte. Ce qu'on disait de Versailles tout à l'heure, à Saint-Pétersbourg, les gens de l'Ermitage, avec qui j'étais en lien évidemment avec le directeur de l'Ermitage, j'allais dire institutionnellement, mais au-delà de ça, il y a une vraie relation qui a pu se créer avec lui. Il appelle Versailles Alma Mater. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une déférence. Et il nous appelle le phare. Ils appellent la France le phare du monde. Et ils disent, en fait, ce qu'a dit aussi Mikhalkov dans son entretien, et là je partage un petit peu le contenu, il a dit, vous, la France, il vous suffit juste de tourner le regard vers ce que vous êtes, vos écrivains, votre culture. Ça se passe en un quart de seconde et vous retrouvez votre candeur. Il n'y a pas besoin, vous n'êtes pas, et vous n'êtes pas l'Allemagne, vous n'êtes pas... La France a une place particulière dans le cœur des Russes. Au-delà même de l'aspect politique, bien au-delà. C'est ça. C'est la langue parlée de toute l'élite depuis toujours. Vous savez, il y avait à Yalta, une exposition en marge de la conférence avec une douzaine de panneaux sur les initiatives pacifiques de la Russie depuis Catherine II, en réalité, jusqu'à la conférence de Yalta. C'était passionnant de voir que tous les textes de l'époque, qui soient sous la signature de Catherine II, d'Alexandre Ier, d'Alexandre III, bon, après l'époque soviétique, c'est moins le cas évidemment, tout était en français. Tout était en français. Quand je vous disais que Lucien Guitry avait un public tous les soirs pendant 7 saisons d'hiver à Saint-Pétersbourg, il jouait en français évidemment. Il y avait une troupe allemande qui jouait également en allemand dans ce théâtre Michel. Si vous lisez Guerre et paix en russe, vous lirez pour partie en français. En français, oui. Et ce sont les aristocrates russes qui parlent, ennemis de Napoléon, qui parlent français. Quand, je vous dis, à Saint-Pétersbourg, je l'ai senti de manière très forte parce que c'est vraiment la ville peut-être qui a le plus gardé et qui continue à développer cet amour et cette présence de la langue française et de la culture française. Mais bien sûr, c'est évident. C'est évident. Simplement, avec les changements de ces dernières années, je dirais qu'il regarde la France avec peut-être un petit peu moins d'admiration et un peu plus de compassion. Mais dans compassion, il y a aussi de l'amour. Oui, il y a passion encore, voilà. Mais c'est plus la même. Hein. Belle et grande émission de beaux propos venant forcément de belles personnes. Ah oui. Vu sur Wikipédia, après votre éloge ô combien de Mikhaïlov, le vendredi 16 décembre 2022, le cinéaste est visé par le 9e paquet de sanctions européennes. Son nom rejoint la liste noire des 1386 individus interdits de visa et dont les avoirs dans l'Union européenne sont saisis, consternants.
quand même, là, il y a une herse. Hein, vous savez, maintenant, ils en plaisantent. Ils disent ils sont presque vexés de ne pas être sur la liste. Voilà. Ah, mais c'est un étendard maintenant. Hein. Là-bas, c'est devenu un étendard parce que, encore une fois, juste pour se resituer un élément peut-être politique, c'est que qu'on soit en entretien avec un communiste ou avec quelqu'un de centre ou d'extrême droite, c'est toujours un mot qui les unit, c'est le patriotisme. C'est ça qui est fort. C'est-à-dire que là-bas, vous n'êtes pas placé au rang des fascistes quand vous parlez de la patrie. Et ça, mais qu'est-ce que c'est reposant. Mais qu'est-ce que ça donne envie, ça. Et voilà, ils sont tous solidaires quand il s'agit de la patrie. Les habitants ne râlent pas quand il y a des bouchons parce qu'il faut organiser la venue de tel et tel chef d'État. Il n'y a pas de... Ils prennent ça avec beaucoup de presque... Ils considèrent que c'est leur contribution à ce que tout se passe bien. Vous avez les réseaux Internet, téléphoniques qui sont coupés pendant la parade. Vous n'en avez pas un qui râle à ce sujet-là. Parce qu'il trouve que c'est nécessaire et parce qu'il sait que leur pouvoir ne leur veut pas de mal. Voilà. Il ne le fait pas pour les restreindre, il le fait pour les protéger. Et ça, ils en ont conscience et certitude. C'est ça qui est rare. Oui, moi j'avais été frappée par les propos du moufti de Saint-Pétersbourg. Parce que j'ai étudié d'un peu près la question de l'islam en Russie. Je trouve que c'est une question vraiment très intéressante et qui, à certains égards, même si l'histoire, évidemment, la nôtre et la leur est un peu différente. Il nous faudra refaire une émission sur ce sujet. Oui, j'ai visité Caravansérail, la plus vieille mosquée d'Europe, qui s'inscrit dans un paysage à Orenbourg. On n'arrive même pas à identifier que c'est une mosquée, tellement elle est inscrite dans le patrimoine et la construction... Pardon. Oui, non, ça va dans le sens de ce que vous dites. C'est un tatar, il y a une communauté tatar assez importante à Saint-Pétersbourg. Et il disait, peu importe il dit ça devant des musulmans, peu importe la confession qui est la nôtre, ce qui importe, c'est que nous sommes tous au service de la Russie. Bon, venant d'un musulman, c'est intéressant d'entendre ça. Il y a une réalité qu'on n'a pas à l'esprit, pareil, comme sur cette composante multiethnique, c'est le fait que en russe, vous avez deux mots pour des Russes. Russki, rassiski. En français, vous n'en avez qu'un. Dans toutes nos langues européennes, on n'en a qu'un. Et donc, cette réalité d'une russe, c'est pas seulement blanc orthodoxe. C'est ruski. Mais rassiski, c'est qui les unit, la Russie. Vous pouvez être tchétchène, ingouche, dagestanais. Le Daghestan, c'est une sacrée mosaïque. Voilà, moi j'ai pris l'adjectif, là vous prenez le nom, mais c'est cette réalité-là. Nous, on a quand même un peu les Gaulois et les Français. Hein. Et je me sens un peu gaulois réfractaire. Hein. Mais bon, c'est une petite note d'humour. C'est une force, parce que lors de ce conflit aussi en Ukraine, quand on entendait les Tchétchènes arriver dans les villages, on disait les Russes sont arrivés. Ça c'est voilà. C'est ce que alors dans ce film des 25 ans, il y a une remarque aussi que Poutine fait en passant qui est intéressante. Et je crois que c'est vers la fin du film où il a dû échanger avec des combattants russes au sens ethnique du terme, mais qui sont sur le territoire bouriate. Et bon, visiblement, ils ont eu affaire à une situation un peu compliquée et ils n'ont pas reculé. Et Poutine leur a dit, mais comment vous avez fait pour ne pas reculer ? Et ces gens-là ont dit, mais les bourriates ne reculent pas. Et il reprend ça en disant, mais vous comprenez ce que ça veut dire dans la mentalité de ces gens-là ? Ils sont russes, mais ils vivent au milieu de bourriates. Les bourriates ne reculent pas. C'est très profond. Yeah. Il reste pas longtemps. Hein. Moi, cette émission est passée à une vitesse phénoménale. Je n'ai d'ailleurs... c'est pas mal quand on parle... Souvent, quand on parle de Russie dans les émissions, de Radio Courtoisie ou de Géopolitique Profonde, je trouve qu'il y a trop de testostérone. Il y a trop d'hommes qui en parlent. C'est beaucoup plus fluide, là, j'ai l'impression, quand ce sont des dames. Ça, c'est nouveau et j'apprécie. Et j'apprécie de vous entendre et de vous écouter aussi. Ce que je voulais aussi rajouter, c'est cette ambiance. On est arrivé dans un moment très particulier, cette histoire de 9 mai, les célébrations. Nous sommes arrivés le 8, le jour où, à 4 reprises, les aéroports ont été fermés
à l'accueil des avions. Des attaques des drones. Du fait des attaques de drones. Et on a eu la chance d'atterrir sans même de retard, un quart d'heure de retard, ce qui est ridicule par rapport aux conditions qu'il y avait sur place. Et le lendemain, donc on est sorti, on n'était pas invité sur la place rouge, on s'est baladé dans le centre-ville de Moscou et on a demandé où on pouvait voir en fait au moins les sorties des engins militaires. Et ce qui m'a frappé à ce moment-là, deux choses. On avait les badges, comment on dit, c'est un mot français, badge. Oh, allez-y, allez. Avec le drapeau français et le public qui accueillait une presse, soi-disant, une presse qui pourrait être hostile, avec bienveillance et presque nous laisser passer pour avoir les meilleures prises, les meilleurs accès, parce qu'on était français. Ça. Et deuxième, on commence à avoir, Lara, si je peux juste me permettre, on commence à avoir quand même des gens qui nous ont un peu dans le collimateur. Hein, et on le serait à moins, je trouve. Hein. En tout cas, nous, on était accueillis par les gens de la rue, par la masse, avec beaucoup de bienveillance. Je parle plutôt de ceux qui sont liés d'une façon ou d'une autre à l'armée. Et c'est normal parce que c'est quand même des armes qu'on fournit à l'adversaire. Hein. Donc ça, il faut bien se le mettre dans la tête. Et si j'ai juste une intervention à faire, c'est cet avertissement. Là, voilà une belle façon de parler de la Russie, des relations entre la France et la Russie. Mais ce ne sera pas sans frais, ce ne sera pas sans coût. Et que les Français en aient bien conscience de ce qui est en train de se passer actuellement, entre autres entre Macron et Poutine. Et pour terminer, en fait, je voulais dire que justement ces célébrations et cette foule qui n'était pas invitée sur la place rouge, qui n'avait pas le confort des sièges des tribunes, qui était juste massée là pour voir les engins passer et pour pouvoir voir ce qui a défilé sur la place rouge, et elle était très diverse. Il y avait des enfants avec leurs parents, il y avait des vieillards, il y avait des jeunes femmes en talons maquillées qui étaient venues avec les drapeaux. Ce peuple-là, en fait, il montre là qu'en fait, on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas l'anéantir. Juste, on ne pourrait le faire que si on leur offrait tout le confort, toute la sympathie, etc., qu'ils se mettraient dans une espèce de confort bienveillant, en espèce de coton. Et là, peut-être ce serait possible d'atteindre ce peuple-là, mais pas en leur faisant du mal. Merci Lara. Elena, les 5 dernières minutes, elles sont pour vous. Juste un auditeur à travers les paroles de vos invités au pluriel. Tiens, comme quoi, en fait, j'ai assisté mon assistante aujourd'hui. À travers les paroles de vos invités, je ressens la force, la grandeur et la lumière de l'âme russe. Respect. Justement, par rapport à ce que vous disiez, le mot se détendre, расслабляться. Расслабуха. Расслабляться, c'est très intéressant. Et c'est tout le... S'affaiblir. Расслабляться, ça veut dire s'affaiblir, alors qu'en français, c'est se détendre. Donc c'est très positif, se détendre. En russe, ça veut dire vous vous rendez faible. C'est tout le champ lexical de ce qui est lié au danger. Oui. Quand on pense que le mot de sécurité en russe se dit безопасность. Si on analyse le mot linguistiquement en russe, ça veut dire absence de danger. Без, c'est l'ablatif, опасность, c'est le danger. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire pour le code mental russe? Profondément. Et ça n'a rien à voir avec Poutine, ça n'a rien à voir avec la menace russe. C'est la langue russe. Voilà. C'est la langue russe. Ça veut dire que le danger est premier. Et vous devez d'être aux aguets, vous devez d'être fort, vous devez d'être unis pour faire face au danger, sinon vous êtes envahi, vous êtes mort. Il y a aussi le B de KGB. C'est le B de KGB, de FSB, c'est le B de sécurité, безопасность, bien sûr, absolument. Et donc quand on prend conscience de ça, quand on prend conscience que la géographie russe, vous n'avez pas une montagne qui arrêterait ou un océan qui arrêterait un ennemi potentiel, c'est très facile, d'une certaine façon, d'être une île comme l'Angleterre ou d'être les États-Unis entourés de deux océans. La Russie, elle est enclavée, d'où cette importance d'accès à la mer, d'où Pierre le Grand avec Saint-Pétersbourg, d'où l'importance de la mer Noire, d'où l'importance de Sébastopol, etc.
Enfin, c'est quelque chose qu'on comprend par la géographie, c'est quelque chose qu'on comprend par l'histoire. Le joug mongol, ça n'a pas été une plaisanterie. 4 siècles. Et ça a laissé des traces. Les invasions de notre cher ami Napoléon, ça n'a pas été une plaisanterie non plus. Et ce qui a été encore moins une plaisanterie, c'est l'invasion des troupes nazies et l'occupation à partir de 1941. Donc, ce caractère... Et c'est ça qui est vraiment intéressant en Russie. C'est pour ça que le patriotisme est si fort, parce que c'est un ciment qui cimente des entités qui sont très diverses. Et moi, je me souviens d'affiches. Alors, pas cette fois-ci, le 9 mai. Moi, le 9 mai, ce qui m'a le plus marqué d'un point de vue pictural et visuel, c'est qu'ils ont beaucoup utilisé le drapeau sur le Reichstag. Oui. Dans toutes les affiches. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux, ils ont fait tous ces kilomètres pour arriver jusqu'à Berlin. Oui. Ce qui m'avait frappé précédemment, lorsque je vivais à Saint-Pétersbourg, donc jusqu'en 2008, c'était toutes les photos tout le langage pictural qui était autour de « nous avons vaincu parce que nous étions ensemble », avec des costumes traditionnels de toutes les régions de l'URSS qui étaient évidemment très diverses. La Fédération de Russie, c'est une URSS en miniature, mais, et là où se trompent beaucoup les Occidentaux, la Russie, ça n'est pas l'URSS. C'est un nouveau pays, millénaire, mais un nouveau pays qui essaie d'inventer sa voie. Bravo, merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à Elena Perrou, auteure du livre Un Russe nommé Poutine aux éditions du Rocher, et qu'on a eu beaucoup de bonheur à entendre. Lara Stam, animatrice de Géopolitique Profonde, qui m'assiste par ailleurs et qui a fait un travail formidable pour nous ramener tous ces entretiens que nous allons décliner pendant une quinzaine de jours sur Géopolitique Profonde. Plein d'impressions qui nous reviennent de Moscou et qui va petit à petit nous inspirer indéniablement. Oui, l'émotion est forte. Merci, chers auditeurs de Radio Courtoisie, pour cette écoute, et je vous dis évidemment à la semaine prochaine. Et maintenant, il est là, il est de retour. Il était là la semaine dernière, lui. Il est toujours fidèle au poste. Mike Borowski pour son livre Journal des controverses. Merci pour cette écoute et à très bientôt. Quand j'étais petit, je lisais dans le rayon BD des grandes surfaces. J'ai pas beaucoup changé. Sauf qu'à présent, je lis la revue mensuelle de Géopolitique Profonde. Qu'y a-t-il dedans ? De l'économie, de la politique et bien sûr nos solutions financières, parce que s'appauvrir arrive très rapidement. On peut vous aider à y voir plus clair dans vos finances. Par contre, pour le reste, il va falloir grandir.